Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eric Dautria, je suis vice-président de l'Académie de l'air et de l'espace et je suis l'ancien directeur exécutif de Clean Sky, l'organisme de l'Union européenne chargé de coordonner la recherche aéronautique qui est doté d'objectifs environnementaux. Et ceci au terme d'une carrière d'ingénieur passée tout entière dans le secteur de l'aéronautique et de l'espace. Je rappelle que les sessions précédentes ont été consacrées respectivement à la science climatique, aux carburants du futur et aux technologies, et puis ce matin aux stratégies du transport aérien. Ici, dans cette session 4, nous changeons de registre avec des intervenants qui, pour la plupart, je crois tous sauf un, n'appartiennent pas directement à ce secteur, mais le connaissent bien, et nous essaierons de cerner avec eux quels seront dans les décennies à venir les comportements, les priorités des citoyens et des usagers, et leurs attentes aussi vis-à-vis du transport aérien. En un mot, dans un monde qui devra s'adapter à de nouvelles conditions, quel est le futur du voyage? Et par conséquent, quelle aviation voulons-nous pour après-demain? Cette question s'adresse en particulier aux nombreux jeunes qui suivent notre colloque. Pour aborder cette question, il nous est apparu essentiel d'oublier tout préjugé et d'ouvrir le débat le plus largement possible. J'aimerais aussi, même si on a parlé de mobilité dans cette session, en revenir à ce mot simple de voyage, en particulier le voyage lointain. Parce que c'est de lui qui sera surtout question ici. Celui pour lequel l'avion n'est pas substituable et qui, de plus, dans l'ensemble du transport aérien, est à l'origine de la plus grande part de sa contribution à l'effet de serre. Alors, certains, dans le débat public, posent directement la question de la fin de la croissance, voire de la décroissance du transport aérien, jugeant que l'aviation ne pourra pas, dans les délais imposés ou envisagés dans le cadre de la lutte contre le réchauffement, se décarboner suffisamment, ou bien que les besoins énergétiques en énergie primaire qui seront nécessaires, par exemple pour les carburants synthétiques, compte tenu de la totalité des besoins humains, ne seront pas là en temps et en heure pour répondre aux exigences. Bon, les sessions précédentes ont quand même permis, je pense, de nourrir ce débat public d'un peu d'optimisme, bien utile d'une manière générale par les temps qui courent. Il est vrai que la pandémie a mis à mal les habitudes de voyage prises par une fraction de l'humanité. Qu'en sera-t-il demain? Les prophètes sont nombreux et leurs prophéties contradictoires. Nous verrons. Il est probable qu'au moins la virtualisation des relations d'affaires laissera une trace définitive et profonde. Quant à lui, le flight shaming, antérieur à la pandémie, témoigne d'une attitude qui me paraît contestable, plutôt moraliste que simplement morale, et du coup substituant au débat politique, au débat collectif, des injonctions qui s'adressent plutôt à l'individu. Le terme de honte, shame, est révélateur d'une attitude qui doit peut-être plus à l'ère du temps qu'à la raison. Alors, pour autant, la question de voyager différemment, voire de voyager moins, ne doit pas être tabou, même pour une académie de l'air et de l'espace. Reste à savoir comment s'y prendre. En tout cas, nous pouvons parfaitement concevoir une civilisation plus sobre qui cesse d'évoluer vers le toujours plus de la même chose. C'est même une question de bon sens, à condition bien sûr de ne pas la limiter à l'aviation, mais d'y inclure les sources connexes, les autres sources d'effets de serre et par ailleurs de gaspillage des ressources, et d'en considérer les interactions. Donc ça vaut le coup de se demander pourquoi on voyage. Pourquoi on voyagera après-demain? Alors, affaires, tourisme, raisons familiales, études, migration, etc. Certains de ces usages sont remplaçables, disons, au moins en partie, par exemple par le virtuel. D'autres peuvent apparaître comme non essentiels, pour employer une expression devenue célèbre. Mais c'est peut-être oublier que la circulation des personnes, la connaissance du monde, même imparfaite, même critiquable dans ses modalités, est un élément important du développement de soi-même et du développement qualitatif de l'humanité. En outre, le rêve de voyage, je crois, est chevillé au cœur de l'homme, et je crois personnellement qu'il ne convient pas de l'en arracher. On peut cependant se demander quel est l'avenir du tourisme dit de masse. Est-il généralisable tel quel à l'humanité entière? Est-ce que Venise pourrait accueillir non plus 30 millions, mais 100 millions de visiteurs par an, sans couler par le fond? Donc, quels futurs usages, quelle future façon durable elle-même de voyager peut-on imaginer dans un monde relativement virtualisé
et quelles seront leurs répercussions sur le transport aérien. Tourisme de masse, migration, voyages lointains, tout cela nous place bien évidemment sur le terrain mondial. C'est fondamental. Rien n'est plus mondialisé par nature que l'aviation. Ça a été dit déjà, par exemple, ce matin. Or, nous nous enfermons souvent dans un débat européen, voire national, sur ces sujets. National dans des pays qui sont souvent, enfin en Europe en tout cas, d'une taille moyenne ou petite. C'est logique pour l'isolation des maisons, très bien, mais ça ne l'est pas pour l'aviation, ou quand ça l'est, c'est de façon marginale. Or, il n'est pas certain que tous les pays du monde, aujourd'hui, voient le futur de l'aviation de la même manière. Si c'est un luxe pour certains Européens qui n'en voient comme usage que la quinzaine passée sur des plages lointaines, l'aviation constitue pour d'autres, dont les bénéficiaires d'ailleurs de ce tourisme lointain, un élément crucial de leur économie, et pour d'autres encore, une promesse dont la réalisation est en cours ou encore à venir. On ne peut considérer la question écologique indépendamment de ça. Il faut considérer vraiment les deux ensemble, la contribution au réchauffement climatique et le rôle économique et culturel et sociétal de chaque secteur de l'activité humaine. Et il faut éviter aussi de raisonner en silos, ni géographiques ni sectoriels, des silos préétablis, contrairement à une tendance trop répandue, peut-être parce que trop facile. D'où l'importance de confronter les points de vue des quatre coins du monde. C'est ce que nous tenterons de faire dans la deuxième partie de cette session. Il est temps que je m'arrête, non sans vous avoir présenté les intervenants de la première partie de cette session, qui s'intitule « Le voyage, fait de civilisation ». Une phrase à laquelle on aurait pu mettre un point d'interrogation aussi. Leur biographie détaillée figure dans le programme, je ne vais pas les répéter in extenso. Et notre premier intervenant est François Gemène. Bonjour François. Vous êtes spécialiste. Bonjour à tous. Good afternoon to all. Merci. Vous êtes spécialiste des questions d'environnement et de migration. Vous êtes chercheur à l'Université de Liège, en Belgique, et aussi enseignant à Sciences Po Paris. Vous participez au GIEC. Et beaucoup, je pense, vous connaissent parce que vous intervenez souvent dans des médias sur des sujets très variés. Nous aurons ensuite Stéphane Gosling. Hello Stéphane. Stéphane est professeur à l'université de Lund en Suède. Il a en particulier étudié le tourisme et ses liens avec l'énergie et l'environnement. Puis Yves Crozet. Bonjour Yves. Bonjour. Yves Crozet donc, est économiste, spécialiste de l'économie des transports, professeur à Sciences Po Lyon et à l'université de Lyon. Donc, après ces trois orateurs qui vont se succéder, nous aurons une session de questions courtes de 10 minutes, puis une petite pause avant de passer à la table ronde, disons, internationale, qui sera animée par Sophie Voinis, journaliste, qui nous rejoindra entre-temps. Voilà, je passe maintenant la parole à François Gemène.